Karen est docteure en psychologie clinique et psychopathologique. Elle exerce en cabinet privé et participe à plusieurs programmes de l'Observatoire de violence envers les femmes dans 93 et auprès de la MIPROF, qui est une mission interministérielle pour la protection des femmes contre les violences et la lutte contre la traite des humains. Elle a été directrice du département enfants et adolescents du Centre du psychotrauma de l'Institut de victimologie à Paris entre 1996 et 2014. Elle est membre permanente de la CIVIS, la CIVIS étant la commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants. Karen est une ancienne secrétaire générale de la Société européenne pour l'étude du stress et du trauma. Elle a publié de nombreux ouvrages sur l'enfant victime. Elle intervient aussi auprès de l'École nationale de magistrature et elle sera le fil rouge de cet après-midi. Merci Karen. Merci beaucoup pour cette invitation. Je suis ravie d'être là aujourd'hui. Je connais beaucoup de gens dans la salle et je suis contente de vous voir. Et pour ceux qui me, et donc vous savez déjà que j'ai un fort accent. Pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai un fort accent. Je suis originaire de New York. J'ai appris le français quand j'avais 30 ans, quand je suis arrivée ici en France, il y a 30 ans, donc vous pouvez calculer mon âge. Et donc, j'ai un accent à couper au couteau. Féminin et masculin, c'est compliqué. Subjonctif, ça dépend des jours. Et heureusement qu'on ne parle plus en passé simple parce que ça serait la fin. Alors, j'ai un petit PDF PowerPoint que ma collègue Nathalie Graham, parce qu'on était ensemble la semaine dernière, m'a dit, Karen, il y a des fautes. J'ai essayé de réparer les fautes, mais là, en regardant sur mon téléphone, sur le PowerPoint, j'ai vu qu'il y en a toujours. Donc, je suis navrée sur ma mutilation de la langue française. Est-ce que vous arrivez à me comprendre? Oui. Alors, et moi, j'ai toujours travaillé avec des enfants qui ont vécu diverses formes de violence, donc beaucoup inceste et violence sexuelle extrafamiliale, maltraitance physique classique, carence. Et pendant des années, j'avais des enfants aussi qui me parlaient des scènes de violence au niveau du couple parental. Et pendant très longtemps, j'avais tendance à intervenir, comme je pense beaucoup d'entre nous ont été formés. Je disais aux enfants, ça ne te concerne pas, c'est des problèmes entre papa et maman. J'essayais comme ça de mettre une frontière entre l'enfant et le couple conjugal. Et je disais aux parents, et lors des entretiens avec eux, bon, il y a un problème dans votre couple conjugal, mais il faut que vous travaillez ensemble comme couple parental pour le bien de votre enfant. Je pense que beaucoup d'entre nous ont été formés pour intervenir comme ça. Alors, j'ai vu qu'avec le temps, j'avais des énormes échecs dans ces situations-là. Déjà, des enfants qui arrêtaient de parler, s'exprimer en séance ou en entretien. Et deuxièmement, je savais que suite à mes interventions sur parentalité et coparentalité, qu'il y avait souvent des passages à l'acte, pas dans mon bureau, mais dans les jours qui suivaient. Donc, au début, je me suis dit, bon, c'est la famille en question qui est très compliquée. Sauf qu'il y avait de plus en plus de familles comme ça. Après, je me suis dit, bon, c'est les services où je travaille qui me donnent pas les outils, les temps, les ressources nécessaires pour travailler correctement. Et après, je voyais que peut-être il y a quelque chose dans ma posture qui ne fonctionne pas. Donc, étant américaine, et on est très formé en tant que psycho aux États-Unis de regarder beaucoup la recherche. Donc, je me jette sur Psyclite, Medline, deux bases de données de recherche, et moi, j'ai mis en place comme mot-clé conflit conjugal exacerbé. Parce que pour moi, violence dans le couple était une forme de conflit dans le couple. Et là, ça, c'est il y a 25 ans que j'ai fait ça. Et j'avais déjà des multitudes de recherches qui sortaient, qui différenciaient conflit dans les couples, des violences dans le couple comme deux paradigmes structurels complètement différents, avec des indications aussi très différentes et pour le suivi de l'enfant et pour le travail avec les parents. Et premièrement, ce qui sort dans toutes ces recherches, c'est l'importance de nommer la violence aux enfants. C'est-à-dire de dire ce que tu me racontes, c'est des choses qui font peur. Ce que tu me dis, parent A fait à parent B, parent A n'a pas le droit de faire ça, ça s'appelle la violence, c'est contre la loi. Parce qu'on parle de choses qui sont pénalement répréhensibles. Donc on ne peut pas dire ça ne te concerne pas, parce que si on fait ça, on lisse la gravité des faits. Deuxièmement, donc toute la recherche va aussi nous dire que tout le travail avec
parents auteurs et parents victimes ensemble va être compliqué. Que vous avez un risque de précipiter des passages à l'acte. Parce que dans 75% des passages à l'acte, l'élément déclencheur du passage à l'acte, ce n'est pas la conjugalité, c'est une question éducative concernant l'enfant. Donc, ça veut dire que chaque fois que vous parlez de parentalité avec un parent auteur de violence dans le couple et avec la victime ensemble, vous risquez de précipiter un passage à l'acte dans les heures, dans les jours qui viennent. Ça veut dire qu'il faut qu'on organise notre travail différemment. Donc, ce que je vais vous raconter aujourd'hui, c'est pas du tout une posture idéologique de ma part. Et c'est pas quelque chose que j'ai pensé en faisant ma vaisselle. Je vous raconte ce qui sort de la recherche internationale sur le sujet. Et la recherche internationale sur le sujet, ce n'est pas non plus des recherches où il y a 4 ou 5 études de cas. On est sur des cohortes de centaines de milliers d'enfants et de situations. Et pour les études en soi, à la fin, j'ai noté 2 bouquins. Vous avez plusieurs références là-dedans, si vous voulez les études proprement dites. Sinon, je serais ravie de vous indiquer où trouver plus de recherches plus récentes. Ça va jusqu'à là? OK. Oh, ça fonctionne. Donc, premièrement, il faut qu'on fasse une différenciation entre violence dans le couple et conflit dans le couple. Faire ce diagnostic différentiel est fondamental pour voir comment vous allez organiser votre travail. Il y avait le chien de quelqu'un ou c'était moi qui a... Je n'ai pas halluciné. OK. Violence dans le couple, on va les décrire comme un processus répétitif des actes de contrôle coercitif. C'est le même type de processus qui est utilisé dans des systèmes politiques dictatoriaux. Et on va avoir beaucoup de recherches qui vont faire une parallèle entre violence dans le couple et le système dictatorial. Les prises de décision sont faites explicitement ou implicitement par une personne ou une entité qui est en position haute et qui ne peut pas supporter si l'autre personne ou l'autre entité qui est implicitement ou explicitement en position basse affirme une différenciation. Si vous pensez à des pays comme, je ne sais pas, l'Iran, aujourd'hui, il y a des personnes qui sont dans la rue en Iran. Est-ce que le gouvernement iranien dit on va tous se mettre autour de la table et négocier? Non. Il y a un mouvement après plutôt de violence et de répression. Si vous êtes face à une structure violence dans le couple, vous êtes face à une structure qui est verticale et rigide. Toujours la même personne en position haute, qui est décisionnaire, implicitement ou explicitement, toujours la même personne en position basse, qui doit suivre ce que dit la personne en position haute, car tout mouvement de différenciation, il y a un fort risque de violence qui va apparaître par la suite. Ça, c'est très différent du conflit dans les couples, dans lesquels on a des difficultés bilatérales de négociation. On est plus près d'un système démocratique de prise de décision. Parfois, on n'est pas d'accord et parfois on arrive à négocier pour trouver un accord pour une question concernant notre enfant, par exemple. Et si on a du mal, peut-être on va aller en médiation. La médiation, c'est un apprentissage de la négociation. Et vous savez comme moi que dans ce type de système latéral démocratique, parfois, nous ne sommes simplement pas d'accord. Si on fait le parallèle au système démocratique comme à l'Assemblée, vous avez des partis politiques qui ne sont pas d'accord. Parfois, ils arrivent à négocier quelque chose pour le pays, et parfois, ils sont juste d'accord pour battre un accord. Mais si on se croise à la machine de café à l'Assemblée, personne n'est terrifié par l'autre. Au pire, on s'ignore. Ça, c'est un système démocratique. Donc, quand on parle du conflit dans les couples, vous êtes dans le système démocratique, avec ou sans difficulté de négociation. Quand vous êtes en violence dans le couple, vous êtes dans un système dictatorial. Et déjà, pour les collègues qui sont ici, parce que je sais tout le monde travaille sur parentalité, comment est-ce qu'on travaille coparentalité dans un système dictatorial? Coparentalité est basée sur l'idée d'un système démocratique. Donc, on a déjà une difficulté structurelle sur comment s'organiser. OK, les enfants. On sait que la majorité des enfants sont témoins de la violence dans le couple. Les études nous disent que 80% des enfants sont témoins auditifs et oculaires des violences physiques et des violences verbales. Souvent, ils sont les seuls témoins. Ici, vous arrivez à voir les petits écrans ou pas trop? C'est loin, non?
Oui, ça dépend d'où vous êtes assise. Ici, vous avez une petite fille, elle doit avoir 6 ans, c'est une scène d'étranglement. Et c'est le jour où c'est sa mère qui est la victime dans cette famille-là, va annoncer au père qu'elle parte. Et c'est le moment de l'annonce du départ, c'est souvent un moment d'aggravation de violence. Parce que dans un système dictatorial, la différenciation n'est pas possible. Le mouvement du départ, c'est un mouvement de différenciation. Et elle voit toute la scène et finalement la mère va réussir à s'échapper par la fenêtre de la salle de bain. Elle ira au commissariat, elle va porter plainte. Il y aura une mesure de protection assez immédiate qui va être mise en place. Je voulais juste faire un aparté sur étranglement. Dans les violences dans les couples, il y a souvent des étranglements. Et les magistrats qui sont là, c'est JEJAF, c'est tous les magistrats. Vous voulez pas dire. OK, vous n'êtes pas obligé de dire où vous êtes. OK. Il y a quelqu'un ici en pénal ou pas? Non, pas de pénal. Ou pénal caché, quelque part. OK. Souvent, ces éléments-là, étranglement, ils ne sont pas nécessairement qualifiés comme une tentative de tuer l'autre personne, mais plutôt comme des violences volontaires. Et souvent, l'avocat va argumenter, si mon client voulait tuer la victime, il aurait continué d'appuyer. Mais il a lâché, donc ce n'était pas son intention de donner la mort. Pourtant, on va voir que les étranglements, et ce sont des études qui sortent de l'université de Harvard aux États-Unis, on voit que les étranglements donnent des apoxies et des hypoxies, comme des mini-AVC, qui parfois ne sont pas visibles sur le premier examen aux urgences médico-judiciaires, mais que les effets vont être visibles jusqu'à 6 mois, 1 an plus tard, avec des difficultés de concentration, difficultés d'aligner les mots, de trouver les mots, difficultés de se situer dans le temps. Tous ces éléments-là peuvent faire partie aussi des troubles post-traumatiques chez une victime de violence, mais peuvent être purement liés à des dommages neurologiques et donc impliquer les besoins d'une rééducation neurologique. Je vous les mets juste en garde parce que c'est aussi une question de parentalité. Si vous avez un parent qui a subi un étranglement et présente de tels symptômes 6 à 12 mois plus tard, quel type de soutien à la parentalité est-ce que vous pouvez mettre en place? Et autre. Comme je le disais, 75% des violences de passage à l'acte sont liées à une question parentale et non conjugale. Ce qu'on voit en violence dans les couples, c'est que bien sûr, ils peuvent avoir des actes qui sont liés à une question conjugale, mais que souvent, l'auteur va faire beaucoup de demandes paradoxales à la victime. Et je veux qu'on mange pizza plutôt que sushi. Donc, la victime commande des pizzas. Ah non, mais moi, je ne voulais pas de pizza, je voulais des sushis. Pourquoi il n'y a pas de sushi? Donc, quoi que la victime passe, ça ne va pas être bon. La victime va généralement tenter à s'adapter à ces demandes contradictoires de la part de l'auteur sur la conjugalité. C'est dans la parentalité que la victime a tendance à se différencier et à dire « je ne suis pas d'accord avec toi, je pense qu'il faut faire comme ci ou comme ça ». Et c'est même pire si la victime est en lien avec des professionnels. L'éduc m'a dit que, les services sociaux m'ont dit que, la PMI m'a dit que, le pédiatre m'a dit que, le psy m'a dit que. Pour un auteur, tous ces mouvements-là vont être des attaques pour lui par rapport à la prise de décision, implicite ou explicite. Tous ces mouvements-là sont des mouvements de différenciation qui sont très anxiogènes pour l'auteur. Quand on regarde la recherche sur les auteurs de violences dans les couples en criminologie, on voit qu'ils ont tendance à présenter un faisceau de traits de personnalité. Et ces traits de personnalité sont transversales autant à la relation conjugale qu'à la relation qu'ils ont avec leurs enfants. Et on voit que les auteurs ont tendance premièrement à être fusionnels. Partenaire, tu es une extension de moi, comme mes enfants sont une extension de moi. Donc si le partenaire se différencie, et il va avoir plus tendance à se différencier sur une question parentale, ça va m'angoisser. En tant que parent, quand mes enfants se différencient, ça, j'aime pas. J'aime pas la différence. Tu es une mini-moi, tu es une extension de moi. Si j'ai un enfant qui est plutôt dans un attachement insécure préoccupé, qui va toujours dans mon sens, il n'y a pas un problème. Ça passe comme une lettre à la poste parce que l'enfant ne montre jamais une différenciation à mon égard. Ou si j'ai un enfant plutôt en mode faux self, pas de problème.
Il n'y a pas de différenciation évidente. Mais s'il y a différenciation, ça, j'aime pas. Et nos auteurs ont tendance aussi à être un peu plus égocentrés que la norme. Les mondes tournent autour de moi, mes besoins, mes envies. Et donc, ce qui est bon pour moi est forcément bon pour mon partenaire et pour les enfants. Donc, si mon partenaire me dit sur la parentalité qu'il y a une autre chose qui est bon pour mon enfant que moi, j'ai pas pensé, ça, j'aime pas. Ça veut dire qu'il y a une différenciation. J'aime pas cette idée. Et ça veut dire aussi qu'en tant que parent, j'ai du mal à penser que mes enfants ont des besoins différents du mien et qui sont supérieurs aux miens. Si vous travaillez avec moi, éduque, vous êtes AMO, où est l'AMO? Par là, parce que je vois l'MJ par là. Vous êtes obligé de revenir sur ça avec moi à chaque entretien. Quels sont les besoins de vos enfants? Est-ce qu'ils sont différents des vôtres? Est-ce qu'ils sont supérieurs aux vôtres? Parce que ça ne me vient pas automatiquement dans la tête. Et les auteurs ont besoin de maîtrise et contrôle. Et donc, si les partenaires prennent une posture différente sur une question éducative, j'ai perdu maîtrise et contrôle. Ça, j'aime pas. Ça va m'angoisser. Les auteurs ont du mal à se remettre en question. Ils ont ce qu'on appelle un locus du contrôle externe. S'ils ont un comportement inadapté, c'est pas leur faute, c'est pas leur responsabilité, c'est la responsabilité des autres. Et donc, toute mise en question de leur posture parentale est très anxiogène pour eux. Et on voit que des points de vue neurobiologiques, ils ont une seuil de tolérance faible à la frustration. Ils sont rapidement frustrés. Donc, si le partenaire, sur une discussion sur la parentalité, dit « Je suis pas d'accord, je pense que c'est important que, je sais pas, les enfants finissent leur assiette ou qu'ils aillent se coucher à telle heure ou qu'ils jouent pas à la Switch pendant 1 heure de plus », si l'auteur a la même idée, pas de souci, lettre à la poste. Si l'auteur n'a pas les mêmes idées, les partenaires viennent de toucher tous les points, viennent de toucher fusionnel. Elle ne pense pas comme moi, ça j'aime pas. Égocentré, si le partenaire met en avant que les enfants ont des besoins différenciés du mien, ça j'aime pas. Maîtrise et contrôle, je perds parce que quelqu'un est en train de se différencier. S'il y a une remise en question de ma posture parentale, ça j'aime pas du tout. Et je suis frustrée. Et chaque fois que je suis frustrée, on a un meilleur risque de passage à l'acte. Donc, pourquoi 75% de passages à l'acte sont liés à la parentalité, question éducative, et pas à la conjugalité? Vous ne pouvez pas faire un clivage entre parental et conjugal en violence dans le couple. OK. Et on sait que les enfants en violence dans le couple, est-ce que je sais là après? Oui, OK. On sait que les enfants en violence dans le couple présentent plus de troubles psychologiques qu'un enfant en situation de conflit de couple. Troubles post-traumatiques pour 60% de ces enfants, 10 à 17 fois plus de troubles anxio-dépressifs de comportement et psychosomatiques que dans les enfants du conflit de couple. Une des difficultés qu'on a là, c'est par rapport à l'accès aux soins. Et c'est là où je sais que vous avez fait des références à la proposition d'Isabelle Santiago sur la suspension provisoire de l'autorité, de l'exercice de l'autorité parentale, c'est pas une déchéance. Et moi, j'ai un souci en tant que clinicien que les deux détenteurs de l'autorité parentale doivent être d'accord que l'enfant puisse être suivi. Enfant avec un trouble post-traumatique a besoin de soins spécialisés, de préférence dans une unité psychotrauma. Si je suis l'auteur de violences dans le couple et mon enfant présente un trouble post-traumatique et devrait être soigné dans un tel endroit, mais ma situation n'a pas encore été jugée en correctionnel ou aux assises. Et donc la demande m'arrive pour que mon enfant soit suivi dans une unité trauma. Et j'ai eu une petite discussion avec mon avocat. Il va dire, vous êtes mon avocat. Est-ce que c'est une bonne idée que moi, je vais plaider non coupable. C'est pas vrai, toutes ces histoires. Mais là, on me demande que mon gamin soit suivi dans un centre trauma. C'est une bonne idée ou pas une bonne idée? Non, vous êtes avocat, vous allez dire, ça va me casser la baraque sur mon argument. Parce que si je dis oui, pourquoi mon enfant est traumatisé? Si je suis en train d'argumenter, j'ai rien fait. Donc, j'ai un souci là par rapport à l'accès aux soins pour ces enfants-là. L'autorité parentale, l'AP, me donne la possibilité de prendre des décisions pour mon enfant.
Et donc, les décisions incluent l'accès aux soins dont mon enfant peut avoir besoin en raison de mon comportement, mais que moi, je peux être en déni de la gravité de mon comportement, soit pour une raison psychologique, soit pour une raison judiciaire. Voilà, parce que mon avocat va me dire non. Non, pas ça. Et, OK. On sait aussi que la violence dans le couple est un facteur de risque pour le développement au long de la vie. Et peut-être certains d'entre vous connaissent tous les corpus de recherche sur les ACE, je vais les dire en français, les situations d'adversité lors de l'enfance. Ça sont des recherches qui existent depuis les années 90. On identifie 10 types de situations d'adversité lors de l'enfance qui ont des impacts psychologiques et physiologiques au cours de la vie. Et dans les 10 ACE qui existent, on a inceste et maltraitance physique, et avoir un parent qui est toxicomane ou qui a un trouble psychique type schizophrénie non traité, on a carence et négligence importante et on a violence dans le couple. Donc, violence dans le couple se trouve dans les mêmes lignes qu'inceste. Et on voit que c'est des enfants qui, à long terme, sur 10, 20, 30 ans, ont un risque d'augmentation de troubles inflammatoires et troubles cardiovasculaires au cours de la vie. Parce qu'être exposé à 1 ou 2 ou 3 ACE implique que j'ai produit beaucoup plus de cortisol que des autres enfants du point de vue journalier. J'ai produit plus d'adrénaline que des autres enfants du point de vue journalier. Et ça va avoir un effet à long terme sur mon fonctionnement cardiovasculaire. Être exposé à un ou plusieurs ACE implique aussi qu'il y a une modification d'une protéine qui s'appelle C-réactif. Et cette modification va faire en sorte que je suis plus susceptible à tout ce qui est troubles inflammatoires, troubles allergiques et troubles dans lesquels je peux avoir des difficultés au cours de la vie. On sait que c'est des enfants qui risquent d'avoir des troubles post-traumatiques et dissociatifs chroniques. Pour intervenir sur un trouble post-traumatique et faire en sorte qu'il n'y a plus de symptômes 12 mois plus tard, vous avez besoin d'intervenir dans les premières années après les premiers incidents. Si on passe cette fenêtre, on est après 12 mois après les premiers incidents, le mieux que les meilleurs thérapeutes du trauma peuvent faire, c'est réduire intensité, fréquence et intensité, fréquence des symptômes. On ne peut pas les effacer. C'est vivre maintenant avec une maladie chronique. Et on sait que c'est des enfants qui ont une augmentation de risque des troubles addictifs et des troubles alimentaires, d'automutilation et des tentatives de suicide. C'est exactement les mêmes données qu'on a pour l'inceste. Okay. Donc, ça ne mangerait pas du pain qu'ils puissent accéder aux soins, ces enfants. On sait qu'il y a des modifications épigénétiques. Violence dans le couple a tendance à être présente du début de la relation, mais tous les côtés fusionnels dans lesquels on passe dans les débuts d'une histoire amoureuse gomment les dynamiques de contrôle qui sont présentes en violence dans le couple. C'est des couples où souvent la première grossesse va arriver un peu plus tôt que dans un couple lambda. Et on voit que les violences ont tendance à s'amplifier en deuxième trimestre de grossesse. Que c'est logique parce que c'est un moment qu'il y a une différenciation des besoins. Et ces violences en deuxième trimestre de grossesse, qui peuvent être psychologiques, verbales, physiques ou autres, vont créer plus des hormones de stress chez la mère. Ces hormones de stress vont passer par le placenta et vont participer au fait qu'en troisième trimestre de grossesse, quand il y a beaucoup de développement neurologique, ces enfants vont développer une surcapacité à produire des hormones de stress. Donc, ils sont déjà équipés pour produire plus d'hormones de stress qu'un autre enfant. C'est le même type de données qu'on a par rapport à des enfants et dont la grossesse se passe en situation de guerre. Okay. On sait que ces enfants aussi peuvent répéter des dynamiques, des violences dans leur lien avec autrui. Donc, les dynamiques, c'est laquelle? C'est, pour moi, enfant, ce que j'ai toujours vu, c'est que le monde fonctionne en vertical. Soit on est en position haute et on impose, soit on est en position basse et on subit. Et donc, moi, je ne connais pas cette histoire de latéral et on se met ensemble et on discute et on décide qu'est-ce qu'on va faire. Donc, moi, je veux jouer 1, 2, 3 soleil. Je suis dans la cour de la récré.
Toi, tu veux jouer cache-cache. Moi, je suis en train d'expérimenter la position haute parce que je pourrais expérimenter les deux. Donc, moi, je vais imposer qu'on joue à 1, 2, 3 soleil. Parce que si on ne joue pas 1, 2, 3 soleil, il y aura des représailles. Tu n'es plus ma copine, je vais faire en sorte que les autres se moquent de toi et je ne vais pas t'inviter à mon anniversaire. Ça sont déjà des mécanismes de contrôle coercitif. Je peux aussi expérimenter la position basse. Moi, je voulais jouer 1, 2, 3 soleil et toi, tu voulais jouer cache-cache. Je n'oserais même pas dire que je veux jouer à 1, 2, 3 soleil. Je vais te soumettre à ce que tu veux faire parce que j'ai peur que si je me différencie, il y aura un problème. C'est le schéma que je connais. Je ne connais pas un autre. Alors, on sait qu'il y a, c'est des enfants aussi où il y a une corrélation avec des autres formes de maltraitance par l'auteur. Je vous donnerai dans 2 secondes le chiffre pour la victime aussi. Et selon les études, donc ça sont des méta-analyses de recherche, on met beaucoup de recherches ensemble, 40 à 65% des enfants, ça dépend des méta-analyses, en situation de violence dans le couple et subissent aussi des violences physiques de la part de l'auteur. Et maltraitance verbale, 80%, et on a un risque 6,5 fois plus important d'agression sexuelle par l'auteur sur ces enfants-là que la population générale. En même temps, c'est logique, c'est les faisceaux des traits de personnalité, c'est les côtés fusionnels, égocentrés, c'est les côtés des et c'est pas ma faute, c'est la faute des autres. La même chose qu'on a en inceste, mais c'est pas moi qui a cherché à agresser l'enfant, c'est l'enfant qui est venu s'asseoir sur mes genoux, c'est elle qui l'a cherché, ou c'est pas ma faute si je lui ai mis plein de coups de ceinture, le gamin était insupportable, il l'a cherché. C'est les mêmes logiques qu'on va voir chez l'auteur de violence dans le couple et cette logique-là augmente les risques des autres formes de maltraitance. Pour les parents victimes, on voit que les taux sont 18% de maltraitance et physique sur les enfants et ce chiffre a tendance à diminuer à 8% une fois que la victime est en sécurité stabilisée. Okay. Ça va au niveau du temps? Oui? OK. Alors, violence dans le couple, exactement comme maltraitance infantile, est multiforme. Vous avez dit un mot qui était joli, protoforme, ça dit poli, non? Multiforme. Protéiforme. Protéiforme, c'était plus chic que multiforme. OK, protéiforme. Protéiforme. Alors, je vais rendre à César ce qui appartient à César. C'est Sophie qui m'avait transmis ce coup-là. OK, bon, je vais les noter. Protéiforme. Et exactement comme en maltraitance infantile, avec lesquels vous travaillez, il y a toujours en colonne vertébrale des violences psychologiques. Ça, c'est les marqueurs de violence dans le couple. Violence psychologique, si vous les regardez sur Internet, contrôle coercitif, c'est un peu les termes à la mode en ces moments pour pouvoir décrire les violences psychologiques. Dans les violences psychologiques, il y a un modèle vertical de la relation. Une personne est décisionnaire implicitement ou explicitement. Donc, impossibilité de négociation parce que c'est une relation dans laquelle elle est marquée par des doubles liens. Et des doubles liens ou des communications paradoxales qui viennent d'une personne envers l'autre. J'arrive à la maison et les enfants sont en train de jouer dehors. Et je vais dire au partenaire pourquoi ils sont dehors et pourquoi ils ne sont pas à l'intérieur en train de faire leurs devoirs. Donc, le partenaire les fait rentrer pour faire les devoirs. Jusqu'à là, les partenaires répondent à ma demande. Et maintenant, ils sont à la table de la cuisine et ils sont en train de réciter leurs leçons. Et moi, je vais dire, écoute, ça me fait mal à la tête de les écouter réciter les leçons. Ils ne peuvent pas monter dans leur chambre. Donc, les partenaires les font monter dans la chambre. Jusqu'à là, je fais une demande, les partenaires répondent à la demande. Ils sont dans la chambre et je vais dire aux partenaires, tu es sûr qu'ils sont en train de faire leurs devoirs, qu'ils ne sont pas en train de jouer à la suite? Tu devrais aller vérifier qu'est-ce qui se passe et accompagner les devoirs. Donc, le partenaire va accompagner les devoirs. Jusqu'à là, les partenaires répondent à la demande. Maintenant, je vais faire la demande paradoxale. Ça fait 10 minutes. Hey, qu'est-ce que tu fais avec eux? Toujours, tu préfères être avec eux qu'avec moi, non? Tu as toujours aimé les enfants plus que moi. Donc, là, le partenaire est dans une situation paradoxale. Soit le partenaire reste avec les enfants et répond à ma demande de surveiller leurs devoirs, soit le partenaire laisse les enfants et répond à ma demande d'être avec moi. Les partenaires ne peuvent pas faire les deux. Violence dans les couples, comme des autres formes de maltraitance, il y a une répétition des demandes paradoxales.
Donc, quoi que la victime de la demande paradoxale fasse, c'est pas bon. Et ce que les enfants vont intégrer dans ça, c'est je peux aimer les parents victimes, mais l'image que j'ai, c'est que les parents victimes ne font jamais les choses bien. Parce qu'en effet, on est toujours à côté de la plaque sur une demande paradoxale. Et ça, pour les enfants en violence dans le couple, peut faire en sorte qu'ils ont du mal à accepter les limites éducatives mises en place par les parents victimes. Pourquoi je dois l'écouter? C'est un parent qui est toujours à côté de la plaque. Donc, quand ce parent me dit c'est l'heure de me laver les dents ou arrêter de jouer à la Switch, pourquoi je dois l'écouter? J'entends tout le temps de l'autre parent que ce parent fait mal. Et donc, ce problème-là, des difficultés à accepter des limites, si nous, on n'a pas compris que c'est une situation de violence dans le couple, on risque de faire une chose paradoxale nous-mêmes. Donc, collègue AMO. Et on est en entretien avec la famille Y. On voit que l'enfant Y est en train de sauter sur le mur. Vous voyez, l'enfant de l'enfer, on l'a tous eu dans nos bureaux. Et on va dire que dans notre cas figure, c'est la mère qui est un peu plouf comme ça, et on la regarde comme, bon, vous pouvez faire quelque chose, dites quelque chose, et donc il dit un peu mollement, arrête. Bon, le gamin n'arrête pas. Et après, on regarde les pères, il nous semble que les pères, ils tiennent un peu plus la route. C'est plus structurant. Et, parce que quand lui, il dit arrête, les gamins arrêtent tout de suite. Donc on dit, OK, laisse structure. Si c'était une situation du conflit dans les couples, ça peut être très adapté ce qu'on va faire. Parce que le mouvement classique, c'est qu'on va regarder madame et dire, madame, est-ce que vous pouvez vous appuyer sur monsieur pour que les enfants vous respectent? Monsieur, est-ce que vous pouvez soutenir madame pour que les enfants la respectent? Si c'était conflit dans le couple, aucun problème. Mais si c'est violence dans le couple, nous, on vient de faire une chose paradoxale. Madame, appuyez-vous sur la personne qui vous disqualifie devant les enfants pour que les enfants vous respectent. Comment est-ce qu'elle peut le faire? Et on vient de donner du grain à moudre à les parents auteurs. Tu vois, même l'éduc et la psy trouvent que tu es nul. Moi, je t'ai dit toujours que tu étais nul. On vient lui donner un élément supplémentaire. Donc, c'est l'importance pour vous de faire le diagnostic différentiel. Vous ne pouvez pas travailler avec ces familles de la même façon si c'est conflit ou si c'est violence. OK, violence verbale et violence physique. Les risques ici pour les enfants, c'est une banalisation de violence. Quand nous on dit ça ne te concerne pas, c'est des problèmes entre papa et maman, on pense qu'on protège l'enfant, mais en réalité, on banalise la gravité de ce qu'ils sont en train de voir et de nous raconter. C'est important de dire ce que tu me racontes, c'est une chose grave, c'est interdit par la loi. Parent A n'a pas le droit de faire ça à parent B. Et si on ne les fait pas, si on banalise, il ne faut pas être surprise que l'enfant n'a pas une appréciation du danger. Il n'a pas une appréciation de qu'est-ce qui est interdit et qu'est-ce qui n'est pas interdit. Vous faites une chose confusionnante si vous dites rien. Votre silence est confusionnant. Votre silence devient une caution de ces actes qui sont pénalement répréhensibles. Bon, on sait que les violences verbales et physiques sont clairement ACE, donc il y a un risque d'augmentation des troubles inflammatoires cardiovasculaires et des troubles post-traumatiques chroniques. Et violences administratives, financières et cybersurveillance. Et on a plein de scénarios différents en violence dans le couple, mais à la base, l'auteur est implicitement ou explicitement la personne qui contrôle les papiers et contrôle l'argent. Et je dis ça peut être implicitement. Et ça veut dire que pour l'enfant, c'est l'idée, c'est l'auteur qui est tout puissante et qui est décisionnaire, qui décidera si je peux partir en classe verte, qui décidera si je peux avoir le paire de tennis ou pas. Finalement, la victime vraiment ne peut pas être décisionnaire là-dedans. Plus l'enfant a l'impression que l'auteur est tout puissante, plus vous risquez d'avoir soit une identification avec l'auteur. C'est la meilleure position. C'est la position dans laquelle on est le plus protégé. Donc, je deviens comme l'auteur. Ou bien un autre mouvement que c'est alliance avec l'auteur. Moi, peut-être je ne suis pas un enfant qui est à l'aise dans la position haute, dictatoriale, mais je ne veux pas que cet auteur soit en colère contre moi. Il ne faut pas que je sois son ennemi, je serai son ami. Donc, je vais m'allier avec lui
même au prix de me mettre en coalition contre les parents victimes. Si l'auteur me demande de dire, moi j'ai déjà eu des dossiers comme ça, c'est la victime qui s'est étranglée toute seule pour faire du mal à l'auteur, je le dirai devant le magistrat. Parce que je ne veux pas de problème avec l'auteur, il gagne toujours. Ça, c'est autant plus amplifié quand il y a des cybersurveillances, qui c'est les trucs que les auteurs adorent aujourd'hui. C'est plus la peine de suivre vos textes dans les buissons, de faire du stalking. Vous pouvez être tranquillement chez vous. Vous avez des petits programmes que vous achetez. Et celle qui est le plus vendue en France s'appelle M-Spy. Elle coûte 39,99 €. Et vous avez une ligne 24 heures sur 24 pour vous aider en installation. Si vous n'avez pas accès à l'appareil, vous pouvez trouver un hacker sur le Darknet. Ça coûte moins de 200 € pour hacker l'appareil. Et vous avez absolument tout. Ça veut dire que les auteurs adorent pirater les systèmes informatiques de la victime et de son téléphone. Donc, il a sa géolocalisation, il a ses SMS, il a ses emails, il a les sites visités et il a accès à ses comptes bancaires, à la CAF, à ses mots de passe, à ses photos, à tout. Et si elle est en procédure judiciaire, et comme la plupart des gens envoient ces pièces à son avocat par mail, bah, il a toutes les pièces à l'avance. Donc, il a la stratégie judiciaire. Il peut organiser en fonction d'elle. Donc là, il est tout puissant. Et les auteurs vont avoir tendance à souligner la connaissance des choses qu'ils ne devraient pas savoir après la séparation aux enfants. Ah, je sais que tu étais à Disney le week-end dernier. Et que tu étais là avec maman et Tati Julie et tonton et Pierre. Il y avait une autre personne là aussi. Mais comment tu sais ça? Je suis ton parent, je sais tout. Je suis tout puissante, c'est ça l'idée. Autre chose que les auteurs aiment aussi beaucoup en ces moments, c'est les trackers. Vous voyez les petits trackers pour trouver votre valise? Oui. Les trackers aujourd'hui ont une zone plus large pour pouvoir trouver l'objet en question. Et donc, il semble qu'une des favorites aujourd'hui, c'est droit de visite, espace rencontre. Je peux faire une sortie avec mon enfant qui est l'auto à une poussette canne. Donc, on sort à McDo, on est seul. Non, je ouvre la manette de la poussette canne, je jette les trackers dedans, je ferme la manette, on revient à l'espace rencontre. L'enfant va rentrer après avec les parents hébergeantes. Pour une raison ou une autre, légalement, je n'ai pas l'adresse. Mais à minuit, j'ai l'adresse. Parce que les trackers vont me dire où se trouve la poussette. Et je connais des espaces rencontres qui ont décidé d'interdire la poussette canne actuellement pour cette raison. Et l'autre, c'est la maison connectée. Et moi, j'ai un aspirateur que je peux mettre en route ici. Donc, mais la maison connectée, vous ouvrez, vous fermez les volets, vous mettez les chauffages, la musique, etc. Il y a des enfants pour lesquels l'auteur n'est même pas là, il contrôle tout l'environnement. Il est tout puissant. OK. Alors, ça va, il me reste 30 minutes. C'est bon. OK. Je suis en train d'aller vite, 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 parce que ce que je vous raconte, c'est plus confortable si j'ai 3 jours. Mais là, je vous l'ai fait en vraiment petit. OK. Est-ce que ces enfants sont dans un conflit de loyauté et ou un conflit de protection? Moi, je vois souvent dans les rapports conflit de loyauté utilisé comme terme. Conflit de loyauté, en effet, c'est une chose très désagréable, que c'est douloureux, qui peut exister dans des situations de conflit, même dans des situations de violence, et qu'on peut tous vivre. C'est différent d'un conflit de protection. En conflit de loyauté, la question c'est est-ce que je peux être dans une lien affectueuse positive avec personne A et avec personne B si personne A et personne B ne s'aiment plus? Est-ce que personne A et B m'autorisent d'être en lien avec chacun? C'est très douloureux quand personne A et B ne l'autorisent pas. C'est comme si on est obligé de choisir l'un ou l'autre. Et je ne dis pas que ça n'existe pas en violence dans les couples pour les enfants. Ça peut exister. Mais en violence dans les couples, ces enfants peuvent aussi vivre ce que moi j'appelle un conflit de protection. Qui faut-il protéger? Les parents auteurs sont en train de frapper les parents victimes. Et est-ce que j'interviens?
est-ce que je protège les parents victimes? Est-ce que j'appelle la police? Est-ce que j'appelle à l'aide? Si je fais ça, peut-être je protège les parents victimes, mais peut-être je mets les parents auteurs en danger, parce que peut-être les parents auteurs vont aller en prison. Et ça, cette idée me fait peur. Est-ce que je ne fais rien et je vais dans ma chambre et je fais comme si rien ne s'est passé? Conflit de protection. Moi, j'avais une jeune fille qui, à l'époque, je disais, bon, c'est important que tu ailles dans ta chambre, tu te mets toi en sécurité, ça c'est la partie la plus importante. Et je me souviens, elle me disait, oui, mais Karen, si je vais dans ma chambre, et si c'était le père qui était violent avec la mère, si papa est très violent avec maman, et je sors de la chambre après, et maman est inconsciente par terre. Et moi, je me sentais coupable. Et je me suis dit, oh non. Elle a raison, et en plus, culpabilité, c'est un élément dans les troubles post-traumatiques, donc ça ne m'aide pas. Et après, elle m'a dit, et sinon, si j'écoute la musique et je me dis, je m'en fous, qu'est-ce qui se passe à un moment, c'est leur problème. Comme des autres gens des services sociaux m'ont dit avant, c'est leur problème. Bah, est-ce que c'est normal que je sorte si elle est inconsciente par terre? Est-ce que c'est normal? Et je me suis dit, non, c'est pas normal. Non plus, c'est une posture psychopathique, ça va pas. Et il y avait un AMO sur cette situation. Il y avait des lettres de ma part, mais ça n'avait pas monté plus. Okay. Conflit de protection, c'est quoi que je fasse, je ne peux pas protéger. Vous l'avez tout le temps en situation d'inceste. Conflit de protection, je suis la victime de l'inceste. Et je vois maintenant que l'adulte en question s'intéresse à mon petit frère. J'ai un conflit de protection. Est-ce que moi, j'y vais avec les adultes agresseurs sexuels et je protège le petit frère? Ou est-ce que je laisse le petit frère aller et je me protège moi? Conflit de protection en situation d'inceste, quand les enfants sentent qu'il y a un adulte qui va écouter et qui va intervenir, souvent, cette conflit de protection, c'est ce qui amène une révélation. En violence dans le couple, le risque, c'est que les enfants ont un conflit de protection. Je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas comment protéger, qu'ils parlent à un adulte et que l'adulte dise, c'est pas ton problème, ça ne te concerne pas, c'est un problème entre papa et maman. Parce que vous dites ça, vous laissez les gamins seuls à gérer une situation de danger. Ok, donc vous pouvez avoir les deux, conflit de loyauté et conflit de protection, mais si c'est un contexte de violence, vous avez probablement un conflit de protection à l'œuvre pour l'enfant. Ok, bon, là c'est un petit conflit de protection. Pour ceux qui arrivent à voir, monsieur tient la petite qui doit avoir 8 mois dans les bras, il a une grande bouteille d'eau et il commence à frapper la mère à la tête avec la bouteille. C'est la sœur de 10 ans qui voit la scène et qui va faire le dessin après. Et cette fille-là, elle était en train de jouer au ballon et elle avait peur que le père pouvait tuer la mère. Donc, elle s'est dit, je vais prendre mon ballon et je vais le jeter contre l'arme, contre la bouteille. Mais elle se rend compte, si je fais ça, pour protéger maman, je risque de frapper la petite sœur que papa tient dans les bras. Ça, c'est un conflit de protection. Elle a en nanoseconde à décider quoi faire. Elle n'a pas de formation comme gendarme ou comme policier. Elle doit, à 10 ans, imaginer quel est le mouvement que je dois faire pour protéger. Dans son cas figure, elle a décidé de jeter les ballons sur les côtés pour essayer de créer une diversion. Ça a pu fonctionner ou pas fonctionner. Là, ça a fonctionné et la scène s'est arrêtée là. Mais ça, pour ces enfants, c'est à répétition. C'est question de comment j'interviens ou à qui je peux faire appel pour intervenir. OK. Donc, c'est très rapide. Et intra-utérine, violence dans le couple a déjà en effet les effets épigénétiques. C'est le fait que le cerveau va créer plus de capacités pour sécréter des hormones de stress que chez les autres enfants. Entre 0 et 1 an, on voit que c'est des enfants qui, en effet, sécrètent plus de cortisol du point de vue journalier que des autres enfants. Et on va voir que du point de vue neurologique, ils ont une partie du cerveau qui s'appelle l'hypothalamus, qui est un peu plus large que chez les autres enfants. Cette partie du cerveau, c'est par où entre l'information pour être filtrée par des autres parties du cerveau à est-ce qu'on est dans un contexte de sécurité ou est-ce qu'on est dans un contexte de danger. L'hypothalamus est un petit peu plus large parce qu'elle a beaucoup d'éléments sensoriels à traiter et qu'elle doit décider est-ce que c'est dangereux ou pas.
Et si c'est dangereux, est-ce qu'il faut sécréter plus de cortisol et adrénaline pour fuir ou combattre? Les éléments sensoriels sont la tonalité des voix, les expressions corporelles et les expressions sur le visage et une tension dans les portages. Le monsieur qui était là en train de frapper madame à la tête avec la bouteille et qui tient la petite dans les bras, là, il y a plein d'informations sensorielles. Il doit avoir un portage qui est plus tendu, plus les balancements, plus l'image de la bouteille, plus les booms de la bouteille, plus l'image de la tête de la mère, plus probablement un raidissement de mâchoire chez les pères, je l'imagine, et plus sans doute une accélération du rythme cardiaque chez les pères. La petite, elle est inondée d'informations. Et cette information-là reste dans le cerveau. Donc peut-être, dans 2 semaines, elle est à la crèche, et l'auxiliaire prieur la tient dans les bras, prend une bouteille d'eau. Vous voyez le mouvement que je fais? Je vais la tenir plus fortement, je vais balancer et j'ai la bouteille d'eau. Et dans son cerveau à elle, cette information peut faire clic, 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 danger. Elle va être inondée, adrénaline, cortisol, et elle aura un mouvement de combat, raidissement du muscle ou de retraite. Et à répétition, le pueur ne va pas comprendre qu'est-ce qui se passe. J'ai juste bu de l'eau. Parce que pour elle, c'est associé à un souvenir traumatique. Entre 2 et 3 ans, on peut voir des cassures dans la courbe de croissance. Violence dans le couple suit exactement le même cycle que maltraitance infantile. Des moments que rien ne se passe, moments de montée de tension, moments de passage à l'aide violente, et après, type de moment parfois d'idéalisation au rapprochement. Vous savez, comme les parents qui mettent plein coup de ceinture et après prendre l'enfant dans les bras, mon petit poussin, j'étais obligée avec la justification, mais je t'aime tellement et maintenant on ira à Disneyland Paris. Violence dans le couple suit le même cycle. Les cassures dans les courbes de croissance ont tendance à avoir lieu pour les enfants lors de la phase de montée des tensions, qui peut durer des minutes, des heures, des jours. Parce que l'enfant ressent, il y a plus de tensions chez les parents auteurs et plus de tensions chez les parents victimes. Ça affecte soit sa capacité de manger, il a du mal à manger, ou bien il mange, mais il perd tous les nutriments. Donc, et schéma d'attachement affecté, violence dans le couple, on a plutôt un attachement insécure, préoccupé ou désorganisé. Et 4 à 6 ans, culpabilité, les enfants ont bien pigé que 75% des passages à l'acte sont liés à eux, leur éducation. Donc ils se disent, c'est à cause de moi. Et difficulté de réguler leurs propres affects. C'est des enfants qui ont une image de la peur, dans laquelle la peur doit être niée. Il n'y a pas de raison d'avoir peur, rien de grave se passe. Ça peut être la banalisation de la violence par l'auteur, par la victime ou par les professionnels. Donc, pourquoi tu as peur? C'est pas la peine d'avoir peur. La colère est souvent compliquée pour ces enfants parce qu'ils ont l'idée que la seule expression possible de la colère, c'est la violence. Quand la colère, c'est une émotion neutre, on peut l'utiliser de façon constructive. Le bonheur est compliqué aussi parce que c'est souvent un bonheur type faux self. Il faut que je montre que je suis contente et bien pour que l'auteur soit content et la victime soit contente. Et pas nécessairement parce que je me sens content et bien. Et c'est à 10 ans, on va voir aussi beaucoup des inversions des rôles parentaux infantiles. Alors, en violence dans le couple, le classique, c'est que l'enfant est dans une posture parentifiée avec les parents auteurs par rapport à la régulation de son état émotionnel. J'ai bien vu que j'ai un parent qui a du mal avec la frustration, qui est facilement irritable, facilement en colère, facilement violent. Donc moi, je œuvre beaucoup pour que cet parent soit calme et content. Avec les parents victimes, je peux faire la même chose, régulation de son état émotionnel, mais souvent je suis dans une régulation de son comportement et de ses décisions. Parce que comme les parents victimes prennent toujours la mauvaise décision dans le contexte des mondes paradoxal, il faut que j'essaie de réguler son comportement parce que autrement ça va énerver l'auteur et j'aurai plus de travail là pour réguler ses affects. C'est clair ou c'est pas très clair la boucle? OK. OK. Implication pour la parentalité. Alors, vous voyez la faute, la prise de décision parentale et conjugale est structurellement un miroir. Si on est organisé en vertical rigide en conjugal et différenciation n'est pas possible,
je ne sais pas par quelle magie, on imagine que soudain, parce qu'on parle de nos enfants, on va être latéral avec une capacité de négociation. Si vous avez un couple conflictuel, le couple de l'enfer, on a tous eu le couple de l'enfer, où c'est des clashs de titans, où vous devrez vous poser pour une demi-heure après cette couple, parce que vous ne pouvez pas enchaîner avec une autre après. Cette couple-là, parfois, vous avez le couple de l'enfer, qui est conjugal, c'est comme clash de titans, et parental, c'est pareil. C'est horrible. Mais c'est des gens qui sont déjà latérales. Peut-être ils bataillent aux armes égales. C'est deux arsenals nucléaires, c'est possible. Mais ils sont latérales. S'ils sont verticales et rigides en conjugal, ils sont verticales et rigides en parental. Et je pense que on nous demande, c'est pas comme si quelqu'un nous demande, mais nous, on est dans une situation paradoxale de prendre une famille qui est structurellement comme ça pour tenter de les rendre comme ça. C'est très compliqué de les faire. Donc, ça veut dire qu'il faut... Oh, ça c'est trop petit. OK. Parentalité et violence dans le couple. Le projet éducatif n'est pas co-construit. Elle est imposée par l'état émotionnel de l'auteur. Et différents points de vue sont dangereux, donc la négociation n'est pas possible. Différenciation est dangereuse, donc il y a un manque de soutien à la transmission des valeurs individuelles. Vous savez, comme parents, on transmet des valeurs communes à notre enfant, mais après, il peut y avoir des valeurs individuelles. Moi, je peux faire un truc simplette, et moi, j'ai transmis à mes enfants l'anglais. Leur père, comment mieux écrire en français. Après, il y a des choses qu'on transmet ensemble. Si c'est un contexte de violence dans le couple, le fait que moi, je transmets aux enfants l'anglais est problématique parce que c'est une différenciation. Et il y a une absence de relation de coéquipier parental avec une disqualification du parent victime devant l'enfant qui entrave son autorité et on transmet un schéma de pouvoir vertical et rigide et ça va entraver autonomie chez l'enfant et l'apprentissage ou intégration d'une prise de décision démocratique dans ses relations à lui. En plus, je vous fais tous les mauvaises nouvelles. Après, j'arrive à quelque chose de plus positif. La violence ne s'arrête pas avec la fin de la violence conjugale. Si 75% des passages à l'acte sont liés à la parentalité, ça veut dire que ces 75% des passages à l'acte peuvent continuer après la séparation, parce que c'est la relation qui continue. Donc, imaginez, ils sont séparés, donc tout est réglé. Non, tout n'est pas réglé. Ça va continuer à être présent dans la relation parentale entre eux. Et alors, ça peut-être vous le savez déjà, le risque de passage à l'acte meurtrier est plus élevé après la séparation et lors de la passation à l'enfant. Ça sont tous les stats ministères de l'Intérieur depuis plusieurs années en France, mais aussi depuis plusieurs années en international. Les moments les plus propices pour un parent va tuer l'autre, c'est lors de la passation de l'enfant. La présence de l'enfant n'est pas un frein. Et c'est logique, parce que les collègues en criminaux sont les premiers à dire, moi je travaille là avec la personne, j'essaie de travailler sur gestion de frustration, comment éviter des contextes qui sont stressogènes pour lui. C'est comme si les auteurs ont besoin de vivre quasiment dans un monastère zen bouddhiste. Il ne faut pas de stress de tout. Et vous lui demandez d'aller récupérer son enfant chez l'ex. Donc, vous lui demandez d'être dans une situation de stress plus, parce qu'il va voir son ex, comment l'ex est habillé. Est-ce que l'ex porte des vêtements qu'il connaît? Et si l'ex est sa femme, est-ce qu'elle porte des bijoux, du maquillage? Et s'il va au domicile, elle est où? Comment est-ce que la maison est organisée? Est-ce qu'elle vit avec quelqu'un? Vous êtes en train d'activer tout ce qui est fragile pour lui. Et en plus, la grande question est, si moi j'ai les enfants pour le week-end, qu'est-ce que mon ex va faire toute seule pendant que moi j'ai les enfants? Est-ce que mon ex va être avec quelqu'un? Les auteurs sont assez bloqués sur une jalousie pathologique. Donc, tout est activé pour lui. Vous voulez protéger l'auteur, ne le mettez pas face à la victime. Ça, c'est pour lui la situation de risque la plus importante pour un nouveau passage à l'acte.
Ok. Je vous explique pas les dessins, c'est, voilà, monsieur essaie de tuer madame, la petite est là. Conjoint violent, mes bons parents. Je sais qu'on aime bien saucissonner, mais la recherche nous dit non, notre auteur est en difficulté dans la parentalité. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas les travailler, mais il est en difficulté. Les traits de personnalité que j'avais dit, après les dosages différents chez chaque personne, mais sont des traits qu'on a chez les autres parents en difficulté en protection de l'enfance. Fusionnel, égocentré, les soins de maîtrise et de contrôle, difficulté à se remettre en question et difficulté avec la frustration. C'est pas comme tous les autres parents qui en a en élément, où les parents ou les gamins sont en placement. Ça, c'est les profils de notre auteur. Donc, ça veut dire que vous êtes obligé de travailler ces points. Vous ne pouvez pas juste saucissonner et cliver. En plus, on va voir que quand on regarde après des sous-types des auteurs, et on a un tiers des auteurs, c'est l'auteur qu'on aime bien. Encore tout ceci, c'est études en criminaux. Cet auteur a les difficultés que je viens de dire, mais est tout à fait en capacité de dire j'ai un problème, j'ai un souci, j'ai besoin de l'aide. Ça, c'est l'auto, si vous avez cet auteur-là. Donc ça, c'est environ un tiers. Mes autres 2 tiers sont plus compliqués. Sur les autres 2 tiers, vous avez un peu plus que la moitié qui sont des personnes qui, on est dans un groupe plutôt sociopathique. J'ai du remords, mais j'ai un peu de remords, mais mon remords ne va pas arrêter mon comportement. C'est toujours la faute de l'autre. Et cet auteur-là ne répond qu'à ce qu'il ne répond pas à la compréhension de qu'est-ce qu'il fait, il répond qu'à ce qu'on appelle contrôle social. Il faut que ça soit très serré autour de lui. Il a besoin d'un cadre externe très fort. Et on a une dernière groupe d'auteurs, comme cette groupe, c'était un peu plus que la moitié, on va dire 25%, pour dire simple. Cette groupe-là, c'est plutôt dans un groupe qu'on appelle psychopathique. Et moi, je n'ai pas de remords. Il y a des lois, mais ça, c'est pour les autres, c'est pas pour moi. Moi, je suis supérieur à la loi. Déjà, et cet auteur-là ne répond à rien. Contrôle social, c'est pas pour moi, je trouverai toujours les failles dans le système. Si vous avez le premier groupe, génial. Là, vous pouvez travailler beaucoup. Si vous avez le deuxième groupe, ok, c'est moins génial, mais vous pouvez travailler. Il faut juste mettre beaucoup de contrôles externes. Le troisième groupe, les carottes sont cuites. Je dirais, en tant qu'enfant, qu'est-ce que c'est avoir un parent qui est psychopathe et qu'est-ce que c'est avoir un parent qui est sociopathe? Et qu'est-ce que c'est avoir un parent qui comprend que j'ai une difficulté et j'ai besoin de travailler? Évidemment, ça, c'est une meilleure option. En plus, pour ces enfants, là, je parle de l'auteur, mais pour les parents victimes, ils ont aussi une difficulté par rapport aux parents victimes. Les parents victimes, généralement, présentent des troubles dépressifs, des troubles post-traumatiques qui peuvent affecter leur parentalité. Les parents victimes peuvent enchaîner avec de nouveaux partenaires auteurs de violence. Les partenaires victimes peuvent faire des allers-retours avec l'auteur de violence. Et quand j'ai des enfants le partenaire victime a fait des allers-retours, les enfants ont beaucoup de colère sur l'auteur, mais surtout contre la victime. Pourquoi elle est retournée? Pourquoi elle a fait ça? Et les parents victimes peuvent aussi être sur une posture très confusionnante, parfois en lien avec nous, les services sociaux. Donc, j'ai toujours le temps pour une petite histoire. Et c'est les mêmes services, c'est 2 dames différentes, la situation est un peu pareille, mais c'est juste par rapport aux côtés paradoxaux. Et dans les 2 cas de figure, il y en a un mot en cours, l'un mot est très inquiet parce qu'il y a violence dans le couple plus, et grosso modo, ils disent à la victime, dans les 2 cas, c'est 2 dames, écoutez, soit vous bougez, soit vous quittez votre partenaire, soit nous, on va faire une préconisation au JE par rapport au placement des enfants. Donc, les 2 dames commencent à organiser un départ et ne disent rien aux enfants qu'elles organisent un départ parce que vous savez qu'en violence dans le couple, les victimes ne peuvent pas dire aux enfants on va déménager parce que si les enfants disent quelque chose à l'auteur, oh, on est allé voir l'assistante sociale à la mairie, on va aller vivre dans un autre endroit et Guyancourt, on va quitter Versailles. L'auteur va dire c'est quoi cette histoire? Et donc on a un risque de violence. Donc elle doit rester comme une mission secrète.
Mais l'auteur, et dans les deux cas de figure, les auteurs ont dû sentir quelque chose un peu différent. Parce ils sont fusionnels, donc ils ont des bonnes antennes. Et donc, il y a un passage à l'acte violent, et dans les deux cas de figure, ces deux messieurs vont étrangler les deux dames. Les enfants sont présents, donc en cas 1, c'est une petite fille qui doit avoir 5-6 ans, et la scène s'arrête, monsieur lâche, et la petite pleure, et elle dit à sa mère, j'avais peur, tu étais tout rouge, j'avais peur, il te faisait bobo, tu ne pouvais pas respirer, et cette mère-là va faire un mouvement comme pour sauvegarder l'image du père. Elle va raconter un truc n'importe quoi. Elle va dire, non, tout va bien, il n'y a aucun souci. Et papa ne m'a pas fait bobo, j'avais très très mal au cou, et donc il m'a fait un petit mouvement là, comme un massage, comme s'il était ostéopathe. Et donc j'ai crié un peu, mais tout va bien. Donc la gamine se rend compte, il y a un truc bizarre qui s'est passé, mais bon, on ne peut pas en parler. Cet enfant est revu dans le service par l'équipe éducative, raconte l'histoire, et l'équipe éducative, l'éduc et la psy sont là comme j'hallucine, voit la mère et dit c'est n'importe quoi ce que vous avez fait, la petite avait une chose flippante et vous avez nié la gravité de ce qu'elle a vu, c'est important de dire ce que tu as vu, oui ça fait peur, papa n'a pas les droits de les faire, peut-être tu as peur, et dire quelque chose un peu lambda comme je vais regarder comment on peut tous être en sécurité, un peu lambda. Quelque chose de rassurant. OK. Même service, donc on est comme dans un monde parallèle. Donc même service haute dame, et même type de situation, passage à l'acte, et l'enfant va voir, l'enfant aussi pleure, et là, et cette mère-là va dire exactement ce que la service a dit à dame numéro 1. Alors, oui, oui, ça fait peur, et peut-être tu as peur, ce que papa fait, il n'a pas le droit de faire, ça s'appelle la violence, ne t'inquiète pas, et je vais regarder comment on peut tous être bien en sécurité, et cet enfant aussi est reçu dans le service, et qu'est-ce qu'ils vont dire? Les collègues, on penserait qu'ils diront, c'est bien. Ils n'ont pas dit c'est bien, ils ont dit, ça va pas. Vous avez mélangé l'enfant à votre problème conjugal, et vous avez attaqué l'image du père. C'est-à-dire, même nous, les mêmes professionnels, on peut être sur deux logiques différentes, qui sont complètement contradictoires. Si vous pensez que c'est violence, il faut agir comme par rapport à la violence. Nommer les choses, mettre des frontières et trouver la sécurité. Si vous pensez que c'est du conflit, c'est une autre logique. Mais ce n'est pas les mêmes logiques pour conflit et violence. OK. Alors, ça, j'ai déjà dit. Exactement comme je dis que les victimes peuvent enchaîner avec nouveaux partenaires auteurs. Ce n'est pas nécessairement le cas, mais ça peut arriver. Les auteurs aussi. Ça, c'est un droit de visite. Et ça, Océane, c'est la nouvelle compagne. Et alors, je n'ai pas l'étude dessus, je suis navrée. Mais le taux de récidive pour les auteurs implique qu'ils verront 3 victimes au cours de leur vie. 3 partenaires victimes de violence dans le couple. Donc, ça veut dire que pour les enfants qui vont en droit de visite chez un parent auteur, il y a un risque d'exposition dans les nouvelles familles qui va être compliqué à démontrer. La chef, va être compliqué à démontrer devant la chef. Qui, je ne sais pas comment on vous l'amène. Donc, c'est peut-être des attestations de la nouvelle compagne données à l'ancienne compagne. C'est compliqué. Et OK. Merci, on vous d'éteindre vos micros. Merci à vous. On vous entend. Alors, donc, comme l'idée en violence dans le couple, c'est que c'est dangereux si on travaille en coparentalité, parce que coparentalité, que j'aime la coparentalité, elle est basée sur un système très démocratique de négociation, mais ici, structurellement, on n'arrive pas à le faire. Une idée des Canadiennes et de quelqu'un qui est un type de dieu sur la terre par rapport à la violence dans les couples au Canada, qui travaille sur ce thème depuis des années. C'est un nom facile, vous allez vous souvenir. Il s'appelle Peter Jaffe, J-A-F-F-E. Peter Jaffe, et donc lui, il travaille depuis des années sur ce concept-là, que c'est le concept de parentalité en parallèle. L'idée, c'est la paix pourrait être conjointe, où il pourrait y avoir une suspension de l'autorité parentale provisoire ou suspension par rapport à certains éléments, par exemple l'accès aux soins. Peu importe. Mais que les services travaillent la parentalité en fonction de manière parallèle.
C'est évidemment plus logique quand les couples sont séparés. Donc, ça veut dire on va dire que Yamina va travailler la relation père-enfant. Quelles sont les ressources, quels sont les défis? Elle va faire toute cette partie-là. On va dire que vous allez travailler la relation mère-enfant. Quelles sont les ressources et quels sont les défis? Vous n'allez pas demander que monsieur et madame parlent ensemble. Vous allez chercher pour chacun des coéquipiers parentaux. Ça peut être des professionnels, peut-être il y a des proches. Et sur les axes de qui sont les coéquipiers sur des questions éducatives, sur des questions émotionnelles et aussi sur des questions logistiques. Si vous ne travaillez pas les coéquipiers parentaux, le risque c'est que la victime enchaîne avec un nouveau auteur, parce que le nouveau auteur va arriver comme moi je vais te régler tous tes problèmes sur un truc très fusionnel. Donc il faut qu'il y ait plusieurs œufs dans les paniers. Et pareil, si vous ne le faites pas pour l'auteur, le grand risque avec l'auteur, c'est que l'auteur, son coéquipier parental va être sa mère. Souvent, il fait couple avec sa mère. Donc, vous voulez là aussi élargir. Entre les deux, vous ne cherchez pas qu'ils communiquent directement ensemble. Ça veut dire que vous allez faire ce qu'on appelle médiation de navette. Et chacun va voir avec chaque parent, voilà, les projets éducatifs. Et après, vous allez voir Yamina et dire, la mère aimerait bien ça. Et je pense que c'est adapté ou pas. Et Yamina va dire, le père aimerait bien ça. Et vous deux, vous allez penser à des solutions négociées que vous allez soumettre à chaque parent. C'est plus chronophage, je n'ai pas dit le contraire, mais l'idée c'est que vous diminuez les risques de passage à l'acte. Donc, c'est moins coûteux émotionnellement et humainement dans le long terme. Pour l'enfant, vous deux, vous allez quand même mettre en place plein de choses pour les enfants. Que cet enfant puisse avoir un accès à un suivi aux soins spécialisés, ça ne mangerait pas du pain. Qu'il a des pistes, s'il est dans un conflit de protection, avec qui je peux parler, qui peut gérer la protection plutôt que moi. Est-ce qu'il y a des autres instances auxquelles je peux faire appel? Et il faudra aussi lui aider parce que c'est un enfant qui sécrète cortisol à un niveau plus élevé que les autres. Est-ce qu'il a du sport? Est-ce qu'il y a quelque chose d'artistique? Est-ce qu'il y a quelque chose qui aide à absorber tous ces hormones de stress? Et ça, c'est parentalité en parallèle. C'est pas très compliqué. C'est travailler deux monoparentalités. Des Canadiennes vous diront, en situation de violence dans le couple, c'est l'indication. Conflit du couple, quand c'est des clashs de titans, on a tout essayé. C'est un cauchemar sur la terre. On peut partir sur ça. Et il indique aussi si on a un parent qui tient la route et un autre qui, par exemple, toxicomane, psychotique et trouble bipolaire non traité, on peut travailler sur cette mode-là aussi. OK, bon, ça je ne vais pas faire parce que les collègues vont travailler, je pense, sur ça après. Tout ce que je vous ai répondu. OK. Et pour les enfants, important de se positionner sur l'interdit de la violence. Autrement, vous les cautionnez. Et participer à la création de sécurité, être vigilante quant aux dynamiques d'emprise chez vous. Vous pouvez aussi être sous emprise par un parent auteur. Emprise de la séduction, emprise de la peur, la crainte, emprise de l'épuisement. Parce qu'on est sur des éléments de personnalité, donc c'est plutôt transversal aux différentes relations que l'auteur va créer. Et soutenir les soins, les mesures spécialisées. Et là, voilà. Tout ce que je vous ai raconté, vous trouverez des références là-dedans. Et sinon, je serais ravie de donner des autres références à des collègues s'ils veulent les avoir. 4h57, j'ai réussi avec toi. Vous êtes parfaite. Vous êtes parfaite. Merci beaucoup pour ces éléments de compréhension clinique des questions de violence à l'intérieur de la famille, de cette différenciation entre violence conjugale et parentalité. Des notions de violence et de conflictualité. Et puis, effectivement, vous avez déjà amené quelques éléments et pistes de réflexion qui vont nous être précieuses. J'ai noté, entre autres, celle de la nécessité d'avoir une capacité à diagnostiquer les formes de violence pour pouvoir justement ajuster nos formes d'accompagnement. J'imagine que sur ces points-là, il y a peut-être des questions qui peuvent émerger dans la salle. C'est aussi intéressant de terminer sur une note positive parce qu'au début je me suis dit waouh, c'est bad, c'est très bad. Je rentre ce soir chez moi, je reste pas demain. Et voilà, donc il y a quand même des possibilités de résilience qui semblent pouvoir se mettre en place
peut-être différentes en fonction effectivement des formes de pathologie, puisque ça, vous avez été très précise là-dessus, en catégorisant justement les modalités relationnelles dans les couples. Donc voilà, moi, je me tourne vraiment vers la salle. Peut-être on a des professionnels qui ont des différents métiers. Je vous laisse la possibilité, effectivement, de poser vos questions à notre intervenante. J'ai déprimé tout le monde. C'est toujours la première qui est difficile, mais il faut un temps aussi pour nous d'assimilation de ce que vous avez pu exprimer. Oui, bonjour. Marie-Laure Roudaille, je suis avocat au barreau de Versailles pour la commission d'aide aux victimes et également la commission droits des mineurs. Par rapport à vos interventions, notamment sur la nécessité de soins spécialisés, avec le centre psychotrauma notamment, j'attendrai avec impatience les réponses tant de Mme Regnault, juge aux affaires familiales, qu'éventuellement Mme Boiteau, puisqu'on a, nous, très souvent, on est confrontés au fait que les juges nous répondent en droit neutre, CMPP, CMPE. Or, on sait que ça n'est pas obligatoirement, ce ne sont pas obligatoirement des lieux spécialisés. Voilà, encore récemment, une décision interdisant à la mère de continuer chez Women Safe parce que c'était compartimenter les enfants dans une classe de victimes que le JAP, visiblement, ne considérait pas comme telle après des violences psychologiques avérées prouvées. OK. Sur les soins spécialisés, si je peux dire, sur les soins spécialisés, ça sont des autres recherches beaucoup plus larges. Si quelqu'un est intéressé, on l'a sur une chose qui s'appelle Cochrane Review. Et c'est des choses aussi que la CIVIS a sorties et va ressortir là sur la question des soins spécialisés. Sur les études sur les soins en international, ce qu'on voit, c'est que si la personne, adulte ou enfant, présente un trouble post-traumatique, l'importance des soins spécialisés, c'est que si les soins sont un peu généralistes, et au mieux, il n'y a pas de changement de l'état symptomatique du patient. Au mieux, donc, c'est pareil. Ça veut dire que je pourrais juste pas aller en thérapie. Et au pire, il y a une aggravation de l'état. Donc, c'est les particularités de l'importance des soins spécialisés. Donc, si vous voulez, la référence, c'est Cochrane Review, C-O-C-H-R-A-N-E, Review, et vous les trouverez sur Psychotrauma Treatment. Mais ça, c'est... Voilà. D'accord. Les soins spécialisés, on n'en a pas, en fait. Parce que même si j'oblige les parents, parce que j'en parlerai tout à l'heure, ce que le juge des enfants a à sa disposition dans la protection de l'enfance, ça coûte très cher de les envoyer chez un psychiatre spécialisé. Et à part le CMP, on n'a pas grand-chose avec, sachant qu'il y a un an d'attente et que on n'avance pas. Moi, si vous avez une piste ou si les parents, on peut les aider financièrement à aller sur des lieux précis, ça serait merveilleux, mais c'est pas le cas. Donc, on se heurte, je le dirai tout à l'heure, mais à beaucoup d'impossibilités pour les services de travailler ou de mettre en œuvre des choses dans l'urgence. J'entends bien, mais effectivement, souvent, moi, je dis aux gens, il faut aller voir un spécialiste, mais bon, où, comment, on les connaît pas forcément. Donc, je sais pas si le conseil départemental. Il me semblait qu'il y a quelque chose qui est ouvert à Versailles, mais c'est pour des enfants d'ASE. Oui, quelque chose. Ok. Ok. Ouais, c'est bon? Oui. Sandra Laventure, l'aide sociale en France. Département, effectivement, le département en partenariat avec le département des Hauts-de-Seine, le centre hospitalier de Versailles, ouvre un institut du psychotrauma de l'enfant et de l'adolescent. Je dis ouvre parce que c'est en cours. Il a deux vocations.
il y a un dispositif de soins spécialisé du psychotrauma sous la responsabilité du professeur Mario Speranza. Et puis, adossé à ce dispositif spécialisé, on crée une unité qui ne l'est pas, puisque c'est une unité d'évaluation de la santé psychique des enfants d'aide sociale. Je vous en parlerai après. Mais, alors, ce dispositif est très récent dans son ouverture. Il se heurte à un principe de réalité. Il faut du temps pour ces choses-là. Il faut des soignants spécialisés, évidemment. Et effectivement, on a déjà une liste d'attente considérable dans la première activité de celui. Il a une vocation à se développer. Oui, bonjour Stéphane Landon, je suis directeur général de Citoyen Justice. J'aimerais bien avoir votre avis sur le débat justement actuel sur le contrôle coercitif, puisque vous savez qu'il y a un débat, en tout cas la ministre en charge de l'égalité est favorable à l'inscrire dans le code pénal. Est-ce que pour vous, ça serait un des moyens de dire le passage à l'acte? Et est-ce que vous avez connaissance de retour des pays dans lesquels c'est déjà le cas? Enfin, je pense au Canada, au Danemark, l'Angleterre, je crois. Oui, c'est les difficultés sur le contrôle coercitif, que c'est une autre manière de parler de violence psychologique, c'est comment est-ce qu'on arrive à les objectiviser. Ce que moi j'ai vu par rapport à ce qu'Isabelle veut mettre en place, c'est qu'elle trouve que c'est plus facilement objectivisable sur les différents critères que si on parle de violence psychologique. Et que donc que ça peut avoir l'utilité aussi de pouvoir plus facilement monter un dossier et du point de vue judiciaire, mais aussi sensibiliser des jeunes, déjà au niveau collège-lycée, comme Canada, par rapport à qu'est-ce que c'est contrôle coercitif, comment ça fonctionne, et surtout parce que c'est un concept plus large que dire c'est uniquement dans les couples. Contrôle coercitif peut exister dans mon lieu de travail, elle peut exister dans la société, dans la communauté ou la société dans laquelle je vis. Donc, voilà. Donc, moi, je suis favorable à le parler comme ça. Et sur les retours, de ce que je sais, ça a participé à une meilleure identification des dynamiques de violence dans les relations chez des personnes, surtout des jeunes, mais pas nécessairement une meilleure judiciarisation. Donc, on va dire que ça fait clignotant orange ou rouge. Il faut que je fasse attention. Bonjour, Morgane Benkemoun, je suis psychologue et je travaille notamment avec des auteurs de violences conjugales. Et on a des auteurs de violences conjugales avec des profils que vous décriviez très psychopathiques, etc., qui est même plus d'un tiers en tout cas dans ma pratique. Oui. Des parents qui n'ont pas perdu l'autorité parentale, donc qui peuvent être en lien avec leurs enfants. Et ce que j'entends en termes de clinique aujourd'hui, ce que vous dites, c'est qu'il n'y a pas... Enfin, il n'y a rien à faire entre eux. Non, je n'ai pas dit qu'il n'y a rien à faire, mais non, ça dépend lequel on a. Mais si vous êtes, je ne sais pas comment vous faites partie du CRIVAS ou... Alors, c'est à la PPL, okay. Donc du 78. Okay. Vous allez avoir une partie où les changements, on va dire les choses comme ça. Pour tous, ça va être difficile que les changements soient internes. Et s'il y a du changement, c'est parce que l'externe m'impose le changement. Les premiers groupes, que vous devrez avoir quelques-uns dans les premiers groupes, je comprends que j'ai un problème. J'ai besoin de l'aide. C'est un peu comme l'alcoolique. Je sais que j'ai un problème avec l'alcool, mais ce n'est pas parce que j'ai compris que j'arrive à arrêter de boire. J'ai besoin que vous m'aidiez. Cette groupe-là est plus propice à dire « aidez-moi, mettez-moi des freins ». Et j'ai envie que vous me mettez des freins. Et peut-être j'arrive à quand même naviguer un peu en me mettant des freins toute seule, petit à petit. Et peut-être je déciderai de ne pas aller à la kermesse, parce que je travaille avec vous et vous m'avez montré ça, c'est une situation trop grande de risque pour moi, aller à la kermesse.
Mais le deuxième groupe, lui, il faut, si moi je suis le deuxième groupe, il faut que j'ai décidé, les magistrats sont là, que les magistrats m'ont mis des choses très claires, que j'ai une, c'est quoi, le JAP, juste application de peine, ou c'est qui suit après mon, qu'est-ce que je fais avec ce JAP? Il me faut une JAP dure. Ah non, vous avez borné à 2 mètres où habite madame, là, ça va pas du tout. Il est en conséquence immédiate. C'est là, c'est comme un peu comme des ados en maison éducative fermée. Il faut que ça soit très clair tout de suite. C'est le troisième groupe qui, lui, il tiendra sur la surface. Moi, je ne vois pas pourquoi il faut changer quoi que ça soit. Là, il faut qu'il n'y ait pas de trous dans les raquettes dans le système, parce que lui, il cherchera toujours les trous dans la raquette. Donc, c'est pas qu'il n'y a rien à faire. Premier groupe, vous avez beaucoup à faire. Deuxième aussi, c'est le troisième groupe qui est plus compliqué. Et oui, je sais, il faut qu'on finisse, mais c'est une vraie question pour moi par rapport à l'autorité parentale. Parce qu'en violence dans le couple, il est en question des prises de décision dictatoriales. L'autorité parentale, c'est l'idée on prend des décisions ensemble pour l'enfant. Mais si j'ai une problématique sur les modes de prise de décision, c'est à débattre. Est-ce que c'est adapté que j'ai l'autorité parentale? Ça ne veut rien dire si je peux voir mon enfant ou pas. Je peux ne pas avoir la paix et toujours je vois mon enfant. C'est juste, est-ce que je peux participer dans des prises de décision sur tous les aspects de sa vie? Écoutez, je vous avais dit qu'à un certain moment, je serais amené peut-être à limiter les expressions, j'en suis désolé, pour respecter un timing. Et on remercie bien entendu Madame Saldier. Vous restez avec nous et vous aurez la possibilité d'intervenir ultérieurement. Mais on va passer au deuxième temps de cet après-midi. Et j'appelle...